On va maintenant s'intéresser à un phénomène qui s'appelle les ondes stationnaires. Donc, on a vu les ondes progressives, c'est-à-dire j'ai une onde sinusoïdale progressive, par exemple, que je pourrais envoyer sur une corde qui serait très très longue. Donc, ça va faire une espèce de sinus dans l'espace. Mais qu'est-ce qui arrive si, de l'autre côté, il y avait une personne aussi qui m'envoyait une onde en sens inverse? Ces ondes vont venir s'additionner et, dans des conditions bien particulières, ces ondes-là vont s'additionner de telle sorte de faire des ondes stationnaires. Elles vont interférer une l'autre et ça va créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Et une des façons de créer des ondes stationnaires, ça pourrait être de prendre une corde qui serait fixée à une extrémité et quand l'onde va arriver jusqu'à l'extrémité à l'autre bout, l'onde va repartir en sens inverse et va venir rencontrer la première onde que je suis en train d'envoyer. Et à ce moment-là, il va se créer des ondes stationnaires sur la corde. Donc, on va analyser mathématiquement le résultat des ondes stationnaires, comment c'est possible, comment on va y arriver, puis on va les analyser plus en détail après ça d'une manière graphique. Donc, on va se définir une première onde que je pourrais envoyer, je vais l'appeler Y1, qui serait égale à A sinus Kx moins oméga t. Donc, c'est une onde sinusoïdale progressive qui s'en irait vers l'axe des X positifs parce qu'on a un moins devant le oméga. Et là, je n'ai pas mis de constante de phase là, dans la démonstration que je vais vous faire. Ensuite, je vais prendre une deuxième onde, Y2, qui va être égale à A sinus Kx plus oméga t. Donc, elle s'en vient, elle est pareille, mais elle s'en vient en sens inverse. Et donc, les deux vont se rencontrer. Et par le principe de superposition, le Y total, finalement, ça va être la somme de Y1 et de Y2. Donc, je vais dire que Y total va être égal à la somme des deux. Ça va devenir A sinus Kx moins oméga t plus sinus Kx plus oméga t. Et on va faire cette somme-là. Y total va être égal à Y1 plus Y2. Donc, on va définir une variable qu'on va appeler B, qui va être égale à Kx moins oméga t, puis je vais appeler C Kx plus oméga t. Fait que finalement, je vais avoir que le Y total égale A fois sinus B plus sinus C. Et en mathématiques, il y a une identité qui est sinus B plus sinus C, ça égale 2 fois sinus de B plus C sur 2 fois cosinus de B moins C sur 2. Donc ça, c'est une identité mathématique. Donc on l'apprend pour acquis. Et donc on va aller trouver la solution de notre problème en utilisant cette identité-là. Donc sinus de B plus sinus de C, ça va être égal à 2 fois sinus de, bon, le B c'était Kx moins oméga t, plus le C qui est Kx plus oméga t, tout ça sur 2, fois le cosinus de B moins C, donc on remplace encore une fois par le B et par le C. Et là, on se rend compte dans nos expressions qu'on a d'un côté moins oméga t plus oméga t là, dans la parenthèse de mon sinus. Donc, je peux les enlever ici. Fait qu'il va me rester quoi dans cette parenthèse-là? Il va me rester Kx plus Kx sur 2. Ça va faire 2Kx sur 2. Il va me rester juste Kx. Donc, on vient de simplifier. Et de l'autre côté, pour le cosinus, je vais avoir Kx avec le moins Kx ici. Ils vont pouvoir s'annuler. Il va me rester moins oméga t sur 2. Donc, quand je vais tout rebrasser ça, il va me rester moins 2 oméga t sur 2, ce qui va faire moins oméga t. Finalement, on a dit que cette parenthèse-là ici, il va nous rester juste Kx. Et celle-là, il va me rester moins oméga t. Et il ne fallait pas oublier, pour trouver nous, c'était le Y total qu'on voulait avoir, là, qui était la somme de nos deux ondes qu'on venait additionner. Il y avait l'amplitude qui venait multiplier le sinus de B plus le sinus de C. Donc, le Y total, ça va être égal à 2A sinus Kx fois cosinus. Et là, j'ai mis oméga t. Je n'ai pas mis le moins. Pourquoi? Parce que cosinus de moins un angle, c'est exactement égal au cosinus de l'angle. Donc, on n'a pas besoin de perdre notre temps là, avec le moins qui est là. Donc, finalement, le Y total, pour des ondes stationnaires, ça va être égal à 2A, le A étant l'amplitude de chacune des ondes qui ont formé cette onde stationnaire. Donc 2A sinus Kx cosinus oméga t. Ça, c'est l'équation des ondes stationnaires. Donc, de quoi ça a l'air une onde stationnaire? J'en ai représenté une ici. En fait, c'est une onde qui va avoir l'air de ne pas se déplacer
de gauche à droite, si on veut. Il va juste avoir un mouvement de haut en bas. Il va avoir même des points qui ne bougeront pas. Donc là, j'ai comme représenté par des pointillés par où va passer notre onde à différents temps. Puis j'ai mis à un temps donné, comme si j'avais pris une photo, là, celle-là qui est plus en gras, c'est notre onde au temps considéré. Donc quand on a une onde stationnaire comme celle-là, regardez bien comment elle va se comporter. Voyez-vous, c'est le comportement qu'aurait une onde stationnaire. Ici, ça n'est une qui aurait une grandeur de une longueur d'onde là, que j'avais placée. Ça pourrait être une corde qui est attachée, comme je vous disais, là, à une extrémité, et on la fait osciller, elle est prise, et la corde va se mettre à vibrer là, de cette façon-là. Dépendamment de la fréquence à laquelle on va faire osciller la corde, on va avoir plus ou moins un certain nombre de longueurs d'onde qui vont apparaître sur notre corde. Plus on va la faire vibrer rapidement, plus il va y avoir des longueurs d'onde qui vont apparaître sur la corde. Donc là, on repart de notre équation y égale 2a sinus kx, cosinus oméga t, qui est l'équation des ondes stationnaires. Et on va essayer de regarder plus en détail comment elles se comportent. Encore une fois, on va regarder si on fixe le temps, comme on avait fait dans le cas là, des ondes progressives. Si on fixe le temps, si on prend une photo, donc, si on prend une photo à un temps donné, donc j'en ai une présentement, une photo là, à un temps donné, je vais avoir encore une fois une fonction qui va être de la forme y égale sinus kx, là, okay, bien, avec une amplitude devant. Mais cette fonction-là va changer dans le temps. Son amplitude ne restera pas toujours la même. On voit que je vais toujours avoir le même genre de sinus, mais dont l'amplitude va changer dans le temps. Regardez ici. Là, j'ai une certaine amplitude, A de t, mais une fraction de seconde après, si l'onde est en train de monter, ben, l'amplitude va être rendue plus grande de ce sinus. Donc finalement, chaque temps laisse voir une fonction sinusoïdale dans l'espace, mais dont l'amplitude dépend du temps considéré. Donc, je reprends l'équation d'en haut. Je pourrais l'écrire de la forme y égale une espèce d'amplitude qui va varier en fonction du temps fois le sinus kx. Fait que ça serait quoi l'amplitude qui va varier en fonction du temps? On voit que c'est égal à 2a cosinus oméga t. C'est tout ce qui n'est pas le sinus kx. Là. Donc le a de t va être égal à 2a cosinus oméga t. Pour que notre équation y reste, encore une fois, là, la même qu'on avait au départ. Donc on voit que l'amplitude va varier dans le temps selon un cosinus oméga t. Donc on va avoir un sinus dans l'espace qui va apparaître, mais qui va varier dans le temps. Maintenant, si on fixe la position, donc on va se placer à un endroit donné, qu'est-ce qu'on va avoir? Mettons que je me place ici. Bien, je vais avoir que l'amplitude, quand je vais être à cet endroit-là, donc mon mouvement le plus grand qu'il va atteindre, ça va être la flèche rouge là, que j'ai mis. Il ne pourra pas aller plus loin à cet endroit-là. Mais si je m'étais placé ailleurs, un peu plus loin, on va se rendre compte que chaque position X va donner un mouvement harmonique simple dont l'amplitude va changer avec la position. Si je me déplace un peu plus loin, voyez-vous, là, l'amplitude serait plus grande. Puis si je me place ici, mon amplitude va être différente aussi. Et je pourrais même avoir un endroit où l'amplitude serait nulle. On va le voir tout à l'heure. Ça, on va appeler ça des nœuds. C'est un endroit, finalement, qui va vibrer, mais tellement peu que l'amplitude est nulle. Donc, il n'y a pas vraiment de vibration. On appelle ça un nœud. On a l'impression que là, la corde va être arrêtée à cet endroit-là. Je vais avoir Y va être égal à... Si j'ai fixé la position, ben, il va juste me rester 2A sinus kx qui est comme... Ça va devenir mon amplitude devant ma fonction cosinus oméga t qui, elle, va varier dans le temps. Donc, je vais avoir une amplitude qui va varier en fonction de la position fois le cosinus oméga t. Et à ce moment-là, l'amplitude qui varie en fonction de la position, ça égale 2A sinus kx. Donc, on voit que l'amplitude va dépendre de la position où on est rendu. Puis, à un endroit donné, on voit que la fonction y, c'est une fonction harmonique simple à cause du cosinus oméga t. Donc, si on se fixe un point, la corde va monter, descendre et va faire un mouvement harmonique à cet endroit-là. Pareil comme un système masse-ressort. On va maintenant essayer de trouver à quel endroit les nœuds vont être situés sur une corde. Donc là, ici, c'est assez évident là, quand on regarde juste le dessin, mais si j'avais plusieurs longueurs d'onde, ils seraient situés à quel endroit ces nœuds-là? Les nœuds sont des endroits où l'amplitude de l'onde stationnaire est nulle,
Alors que les ventes sont des endroits où l'amplitude est maximale. Donc les ventes, ça va être les endroits là, où j'obtiens une amplitude vraiment là, la plus grande possible. Donc dans les zones stationnaires, où sont les nœuds? Il faut que l'amplitude en fonction de la position soit nulle, c'est ce qu'on avait dit. Hein, les endroits où l'amplitude pour une position donnée est toujours 0, c'est là que je vais avoir un nœud. AX, ça va être égal à 0. Et puis, on a vu que c'était égal à 2A sinus KX. Et il faut que ça soit égal à 0. Donc, les endroits où je vais avoir mes nœuds, je les ai représentés en rouge ici. Ce sont mes nœuds. Les endroits où je vais avoir les ventres, ça va être là. Donc, c'est les endroits où l'amplitude, elle est maximale. C'est la position X où, finalement, mon Y va être le plus grand. On appelle ça des ventres. Comment on va faire maintenant pour trouver nos nœuds? Ben, il faut donc que sinus kx soit égal à 0. L'angle, ben, c'est quand il vaut 0, pi, 2pi, 3pi, ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai mis kx égale npi, où le n peut être une valeur entière, qui pourrait être positive ou négative. Si j'isole le x, ça va être égal à npi sur k. Et le k, on sait que c'est égal à 2pi sur lambda, donc je vais le remplacer. Ça va me faire npi fois, et là je remplace en inversant la fraction, là, lambda sur 2pi. Et finalement, je vais avoir que le x va être égal à n lambda sur 2. Bon, pour n égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. On voit finalement que la position où je vais avoir des nœuds, ça va être un multiple de la moitié de la longueur d'onde. C'est ce qu'on se rend compte aussi sur notre dessin. On voit qu'on avait un nœud là, directement à la moitié de la longueur d'onde sur la situation qui est représentée ici. Donc la distance entre deux nœuds consécutifs, ça va toujours être de lambda sur 2. Donc ça va être une propriété là, qui va toujours revenir sur les ondes stationnaires. La distance entre deux nœuds consécutifs, c'est lambda sur 2. Puis on se rend compte aussi, de par la symétrie, que la distance entre deux ventres consécutifs, ça va toujours être lambda sur 2. Et si on vous demandait quelle est la distance entre un nœud et un ventre, c'est la moitié de ça. Ça va être lambda sur 4. À toutes les lambda sur 4, je passe d'un nœud à un ventre et ainsi de suite.